Bon midi tout le monde. Alors, merci beaucoup de vous être connectés ce midi à l'atelier Cité avancée avec Philippe. Je vais mettre sous peu la liste de présence dans la boîte de conversation. Si ce n'est pas votre premier atelier, c'est-à-dire si vous étiez là hier ou même mardi avec moi, vous n'êtes pas obligé d'écrire votre nom. Trouvez votre nom et faites seulement cocher l'atelier dans lequel on est présentement, qui est Cité avancée. Si vous avez participé à l'atelier de lundi avec Emmanuel, mais pas les autres, vous devez mettre votre nom parce que c'est vraiment deux séries là, de formations différentes. Donc, important, je vais remettre la liste de présence là, tout au long de l'atelier. Donc, aujourd'hui, c'est un atelier qui est plus avancé. Ceci dit, si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte de conversation. Moi, ça me permet deux choses. Ça me permet à des moments stratégiques, peut-être interrompre Philippe. L'autre chose, c'est que des fois, vous pouvez mettre une question que je sais qu'il va l'adresser bientôt. Donc, souvent, je vais juste laisser Philippe continuer avec l'atelier. Et l'autre chose que je fais aussi, c'est que je peux vous mettre des clips. Philippe va vous rappeler là, où sont nos ressources, mais on a plusieurs capsules sur justement comment faire différentes choses dans un cité. Donc, ça me permet de pouvoir mettre la capsule là, précise qui peut peut-être vous aider, puis en aider d'autres aussi. Je ne me suis pas présentée, je suis Marie-Nathalie, je suis la coordonnatrice en gestion des talents, puis comme j'ai dit, bien contente que vous vous êtes connectés. La liste de présence, c'est vraiment pour les membres du personnel contractuel, donc les professeurs contractuels, là, parce que comme vous savez, pour cette série d'ateliers-là, si vous participez à 2 ou plus ateliers, on vous remet un montant forfaitaire en septembre, vers la fin septembre, sur votre paye de 60 $. Alors, sans plus tarder, je passe la parole. Ah oui, l'autre chose, c'est que c'est enregistré présentement. J'ai plusieurs courriels de personnes qui participent à différents ateliers me demandant est-ce que je peux avoir l'enregistrement. On est juste en train de tout fignoler. Ça va être dans mon courriel d'activité, d'apprentissage de lundi. Je vais mettre les différents enregistrements qu'on a fait. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Philippe. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, comme Marie disait, on va aller un peu plus loin avec les fonctionnalités ECT. Donc si les gens étaient là hier, donc on va bâtir un peu sur quoi on parlait. Pour les gens qui arrivent aujourd'hui, qui n'étaient pas là hier, c'est pas non plus. Donc on va se concentrer sur les fonctionnalités plus en lien avec l'évaluation, tandis que hier, c'était du contenu, communication. Donc comment créer le pigeonnier, un peu plus dans les détails du comment, la grille d'évaluation. Puis si on a un peu atteint le questionnaire, mais le questionnaire, comme j'ai mentionné hier, il y a tellement de choses qu'on peut faire, tellement de fonctionnalités que ça mérite son propre atelier, mais c'est quand même juste montrer que ça a l'air quand on rentre et on crée un questionnaire. Philippe, comme Marie dit, ton donc les micro, questions. ça fait un petit peu comme hier, mais ça s'était replacé, ça griche un peu. Là, je pensais que c'était mes oreilles qui Oui, hein? grichaient, mais je parle, mais Okay. ça se replace à un moment donné. Fait que c'est peut-être juste, t'es peut-être Je peux assis sur changer ton mon micro, je casque. sais pas. Ton chien a peut-être mangé ton micro, pas trop sûr. Est-ce que c'est mieux maintenant? Des fois, c'est l'angle du micro qui fait une différence. Ouais, c'est ça. Là, Sinon, je vais changer et je vais mettre mes gros là. C'est comme si tu avais un petit rhume. OK. Je vais changer. C'est peut-être mieux, même si c'est moins beau. Est-ce que c'est mieux? Oui. OK. Oui, tu as perdu ta grenouille. OK, parfait. Donc, mes AirPods, finalement, ne sont pas si bons que ça. OK, donc, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Je vais essayer de garder un œil, Marie aussi. Donc, puis je vais essayer de garder un peu de temps pour des questions à la fin. Donc, je vais partager mon écran. On veut ça, fenêtre, ici. Et même avant de commencer, je veux partager notre site. Donc, le site Enseigner à la Cité, c'est là qu'on retrouve plein de ressources. Okay? Puis, je veux vraiment vous encourager d'aller voir encore beaucoup plus que juste des capsules. C'est certain, on a beaucoup de capsules qui vous montrent là, comment faire certaines tâches, mais il y a aussi au niveau de la préparation du cours, plein d'outils qui sont là. Même au niveau des différents outils qu'on propose
pour livrer un cours à distance. Donc, évidemment, ECT, on parle d'ECT aujourd'hui, mais il y a plein d'autres choses qu'on propose. Je vous recommande d'aller jouer là-dedans et trouver des petites choses pour vous aider. Les capsules sont ici aussi. Donc, si on rentre sur le site Enseigner à la Cité, que j'ai mis dans le chat. Donc, vous avez peut-être remarqué que dans le chat, j'ai mis le site. Je peux peut-être le remettre là, dans une seconde, mais dans le site, on a plein de choses. Si on clique sur capsules, on va arriver où il y a des capsules de nature plus pédagogique sur la page, mais si on clique sur le lien qui est ici, en haut, c'est plus des capsules technologiques, là, donc ECT, Teams, etc. Donc, on clique ici, ça nous amène à la liste complète de nos capsules. Donc, toutes les choses que je vais mentionner aujourd'hui, il y a sûrement une capsule à quelque part qui le couvre. Et souvent, c'est des petites capsules de 3-5 minutes, donc qui couvrent des choses précisément, là. Donc, ça, c'est le site. Puis, je pense que Marie-Nathalie vient de le mettre aussi. Donc, je voulais le mentionner avant qu'on commence. Je vais fermer ça. L'autre chose, Alfred. Donc, si vous n'avez pas déjà entendu le mot Alfred ou le nom Alfred, là, vous devriez l'apprendre à cause que c'est la plateforme qu'on utilise pour gérer nos demandes, autant côté pédagogique, technique, tout ça, c'est regroupé ensemble. C'est certain, si c'est des questions plus en lien avec ECT ou Teams, puis des choses pour la livraison du cours, ça va être dans la tuile enseignement. OK, donc la tuile enseignement, on peut le retrouver en allant sur Alfred par le portail. Puis là, je l'ai mentionné hier, donc je ne ferai pas ce chemin-là. L'autre chemin, c'est à travers le cours. Donc, à chaque fois qu'on est dans un cours et on a besoin d'aide, donc on peut aller sur le menu Aide. On l'a créé justement pour ça. Donc, le site Enseigner à la Cité est là, les capsules sont là, même les ressources qu'on a créées pour les étudiants sont là. Et si on a besoin d'aide, on clique et ça nous amène sur la page enseignement directement dans Alfred. Puis là, on peut faire notre demande. Puis là, quelqu'un dans l'équipe va être capable de vous répondre. OK, donc, ceci étant dit, là, on va commencer dans les démonstrations. La première chose que je veux vous montrer avant de commencer avec l'évaluation, c'est mon progrès. Hier, j'en ai parlé vraiment rapidement, puis je pense que ça vaut la peine qu'on prenne 2 minutes pour le montrer ici. Donc, mon progrès, c'est un outil qui peut être fort utile, surtout à distance, parce qu'en salle de classe, c'est plus facile de voir le progrès des étudiants parce qu'on est là avec eux. Donc, on voit le travail qu'ils font, on peut leur poser des questions. C'est un peu plus fluide de voir ça. À distance, on s'appuie un peu plus sur des outils comme ça. Donc, mon progrès, ça nous donne un survol de la progression des étudiants dans le cours. Ce n'est pas un outil qui est parfait, puis je le dis tout de suite, parce qu'il y a des gens qui vont être là-dedans, puis ils vont se fier là-dessus un peu trop. Faut pas. C'est plus pour nous informer. Ça devient un outil parmi d'autres. OK? Donc, ici, essentiellement, quand on clique sur Mon progrès, on voit là si l'étudiant a été actif, un survol de ses notes, etc. Si on clique sur un étudiant, ça rentre sur son progrès à lui. Puis là, on peut faire des choses comme aller voir là, le sommaire, accès au cours. On peut même aller voir s'il a consulté le contenu. OK? Donc, ça peut devenir très utile pour ça. Encore là, il ne faut pas trop se fier là-dessus parce que qu'est-ce qui arrive des fois? C'est un étudiant, même si ça dit qu'il a passé 2 secondes sur le contenu, il l'a peut-être téléchargé puis il a passé 1 heure sur le contenu. Donc, il ne faut pas prendre trop de décisions par rapport au temps et ces choses-là, mais au moins, on peut voir s'il a été actif. C'est plus ça. OK, donc, mon progrès, c'est un outil qui est quand même très intéressant. Maintenant, je vais juste changer de cours pour mon autre démonstration. Donc, ici, c'est un cours test. C'est pour ça qu'on voit le point d'interrogation puis on voit l'erreur. Donc, paniquez pas quand vous voyez ça. Normalement, ça serait la photo et ça serait le plan de cours, tableau chronologique ici. OK, donc, on va parler du pigeonnier parce que c'est tellement important. Encore là, à distance, beaucoup plus parce qu'on peut, évidemment, on ne peut pas recevoir du papier, on ne peut pas recevoir des documents. Il faut recevoir d'une façon numérique les travaux. Le pigeonnier peut être utilisé pour recevoir des documents PDF, des photos, des Word, tous les différents types de documents. Vraiment, ça va recevoir tout. OK? Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à travers des étapes de création. Donc, on va tout créer, on va regarder les options. Puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et pour les gens que ce n'est pas la première fois que vous utilisez ECT, c'est quand même une bonne chose pour vous parce que le processus de création du pigeonnier a changé quand même l'année passée. Puis vous allez voir, le visuel a changé un petit peu. Il est pas mal plus beau, raffiné, mais ça a changé. Donc, pour le faire, on va aller dans le pigeonnier. Donc, vous, peut-être comme moi, vous avez déjà des pigeonniers. C'est correct aussi. Puis je vous recommande d'aller voir qu'est-ce qui est dedans. Il y a sûrement des choses intéressantes. Mais dans ce cas-ci, on va créer un nouveau pigeonnier.
Un peu comme partout dans la plateforme, une nouvelle case du pigeonnier, c'est avec le bouton bleu qui est ici. Donc, chercher le bouton bleu, souvent, c'est un bouton important dans l'outil qu'on travaille. Donc, je vais cliquer ici, nouvelle case. Assez simple, ici, on lui donne un nom, c'est clair. Donc, je vais appeler ça test 1, 2, 3. Le pigeonnier peut être utilisé dans un contexte noté ou non noté. Donc, tu sais, surtout pour les cours qui ont été virés, là, pour les gens qui connaissent les termes, qui sont par compétence, souvent, il y a juste une évaluation sommative pour l'UA, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'autres travaux, d'autres choses qui sont plus formatives. Donc là, on pourrait, en théorie, créer un pigeonnier qui est non noté, qui est là simplement pour récupérer le travail de l'étudiant et donner de la rétroaction. Évidemment, la rétroaction sur l'évaluation formative qui le prépare à la sommative. Donc, il ne faut pas dire que, oui, juste que le pigeonnier est seulement utile dans un contexte d'évaluation sommative. OK? Donc, on pourrait le non le noter. Mais dans ce cas ici, on va faire comme si c'était mon pigeonnier pour l'évaluation sommative. Donc, je vais cliquer où c'est écrit non noté. Puis là, je vais l'associer à un carnet de notes. Parce que une des grandes forces du pigeonnier, à part évidemment recueillir le travail puis d'envoyer nos rétroactions, c'est le lié au carnet de notes. Donc, on sauve tellement de temps, là. Donc, le temps qu'on met à créer cette chose-là, on va le gagner là, par la suite. OK? Donc, on va dire que c'est sur 30. Là, je fais un peu n'importe quoi parce que c'est un cours fictif, mais dans votre cas, il faut être cohérent aussi dans la façon qu'on fait les choses. Donc, si on le sait que notre carnet de notes, ou excuse-moi, si on le sait que notre grille d'évaluation est sur 30, ben, ça ne serait pas cohérent de dire que le pigeonnier est sur 20. Donc, on veut que ça s'aligne. Donc, notre grille d'évaluation est sur 30, notre pigeonnier est sur 30, et le pointage de notre carnet de notes est aussi sur 30. Donc, ces trois éléments-là sont liés. Puis, il faut juste se rappeler que ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas parce que j'ai dit que mon pigeonnier est sur 30 qu'automatiquement, mon carnet de notes va savoir d'être sur 30. OK? Donc, il faut vérifier ces détails-là. OK? Donc, là, on va dire que c'est sur 30, et on va le lier à un élément du carnet de notes en cliquant ici. Donc, si c'est un élément qui existe déjà, qui est probablement le cas pour vous parce que vous avez sûrement des éléments dans votre carnet de notes qui représentent les évaluations sommatives, là. Donc là, on va faire un choix. Au pire, on pourrait en créer un là, aussi par après. Donc là, je vais faire un choix. Donc, je le crée ou je le lie à un élément existant. Donc, on pourrait créer, dans votre cas, probablement pas nécessaire. Ici, on va le lier à un élément existant. OK? Si, comme moi, il n'y a rien de disponible dans cette liste-là, c'est parce que deux choses. Soit qu'il n'y a rien dans votre carnet de notes, qui est pas probable, mais qui est possible. Donc, ça pourrait arriver qu'on n'a pas d'élément de notes dans notre carnet de notes, ou l'élément de notes qui est dans notre carnet de notes est déjà lié à autre chose. Parce que EST est assez intelligent, entre guillemets, de savoir que si un élément un carnet de notes est lié à un pigeonnier X, on ne peut pas le lier aussi au pigeonnier Y. Okay? Donc, il y a juste une source qui peut aller nourrir le carnet de notes, cette colonne-là. Donc, tandis que c'est le cas, moi, je vais aller en créer une nouvelle colonne en ce moment, juste pour l'exemple. Mais dans votre cas, il y a des bonnes chances que vous allez lier. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, moi, je vais créer un nouvel élément. OK. Donc, si on descend ici dans les options, au niveau des instructions, c'est là qu'on peut indiquer qu'est-ce qui est à faire. OK. Donc, allez voir tel document. Vous devez télécharger le document XY pour compléter le travail avant de le soumettre. Donc, c'est le genre d'informations qu'on pourrait mettre ici. Donc, il y a deux façons de mettre des instructions sur un pigeonnier. Il y a la façon écrite, comme que je montre ici, ou on peut aussi téléverser un document. Donc, probablement comme moi, vous avez des documents quelque part qui décrivent très bien qu'est-ce qui est à faire pour un travail. Donc, un document Word ou un PDF, quelque chose comme ça. Donc là, à ce point-ci, on pourrait relier le PDF au pigeonnier. Donc là, l'étudiant qui arrive sur le pigeonnier, il verrait deux choses. Il verrait peut-être un petit texte ici qui dirait comme référez-vous au document attaché pour compléter le travail ou quelque chose comme ça. Donc, un petit texte là, qui dit que finalement, on doit utiliser le document qui est attaché pour faire le travail. Donc, ça, je le recommande. Puis là, on rattache. Comme un peu partout dans EST, quand on vient téléverser un fichier, c'est la même procédure. Téléverser, on va chercher. Puis là, je vais mettre n'importe quoi. J'ai un screenshot ici, je vais le mettre. Là, j'ai un document qui est maintenant attaché en pièce jointe à mon pigeonnier.
Ça, c'est vraiment la recommandation parce que si on met le tout à l'intérieur du pigeonnier, c'est vraiment comme un petit package, là. Donc, l'étudiant, il va au pigeonnier pour trouver qu'est-ce qu'il a de besoin pour faire le travail et par la suite revient au pigeonnier pour faire la soumission. Il y a certains profs qui vont faire comme, ils ne vont pas nécessairement mettre le document sur le pigeonnier, ils vont le mettre dans le contenu. Pas que c'est mauvais, c'est correct aussi. C'est juste que moi, j'aime bien là, justement ce genre de package-là où ce que tout est à la même place. Puis il n'y a rien qui empêche de l'avoir aux deux places aussi, là, ressources pour le travail dans votre contenu, aussi l'avoir dans le pigeonnier. Mais l'avantage de l'avoir au pigeonnier, c'est qu'il va être rattaché aux conditions de diffusion qu'on va mettre au pigeonnier. Donc, si le pigeonnier est seulement disponible lundi à 8 heures, mais le document attaché va aussi seulement être disponible lundi à 8 heures. Tandis que si on met le contenu dans l'outil contenu qu'on a vu hier, bien là, il va falloir gérer l'accès à ces choses-là séparément. Donc là, ça devient pas mal plus simple de tout gérer à une place avec le pigeonnier. J'espère que c'est clair. Je vais juste prendre une petite gorge. OK, donc là, si on change de colonne maintenant, on va à la colonne de droite. On va aller un peu paramétrer la chose, là. Donc ici, on peut dire, par exemple, que le pigeonnier est disponible à un certain moment, puis là, qu'il y a une fin. Donc, évidemment, dans le contexte d'un travail qui est sommatif, probablement, on va vouloir être très spécifique ici. Donc, on pourrait même dire, là, la même journée, de telle heure à telle heure, le pigeonnier est ouvert, puis après ça, c'est fermé. Je veux dire, on peut être quand même très, très spécifique par rapport à ça. Donc, on a la date et l'heure. Si c'est formatif, puis on donne une semaine ou deux, on peut le faire aussi. Ou on peut juste ne pas mettre de date de fin. Tu sais, un pigeonnier peut être ouvert sans mettre de date, là. Donc, juste ouvert. Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre la date. Donc là, je vais dire régler aujourd'hui pour la date de début, puis la date de fin la semaine d'ensuite. Donc, ça, c'est pour les dates. Conditions de diffusion, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est comme avancer même d'une coche de trop. Donc, on va juste l'oublier pour tout de suite. Mais juste rapidement, je pourrais dire que la condition de diffusion, c'est si on veut relier l'accès au pigeonnier à une condition là, très, très spécifique dans la plateforme, comme par exemple, l'étudiant doit avoir consulté un certain contenu pour avoir accès au pigeonnier. Donc, juste sachez que c'est possible, mais je ne ferai pas la démonstration tout de suite. OK? Le prochain est quand même assez important, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'accès spécial. Donc, avec l'accès spécial, on peut dire à la plateforme qu'un étudiant a plus de temps, par exemple, pour faire le travail. Donc, là, ça vous parle peut-être parce que vous avez peut-être des étudiants dans vos groupes qui ont des PRI, là, donc des protocoles qui disent qu'ils ont besoin un temps et demi, le temps pour faire une évaluation, quelque chose comme ça. Ou, par exemple, un étudiant qui a motivé son absence puis demande là, de faire son travail un peu plus tard ou à un autre moment. Avec l'accès spécial, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner un accès qui est différent que les autres. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, tout le groupe va respecter la disponibilité qui est ici, à part les gens qu'on ajoute dans l'accès spécial. OK, donc je peux faire rapidement une petite démonstration. Donc, je vais aller inclure des gens dans l'accès spécial. Puis là, les étudiants inscrits dans votre cours vont apparaître. Là, je vais le choisir. Puis là, je vais dire que lui, finalement, à place d'être juste une date de fin la semaine, c'est le 3 comme le restant du groupe, ça va être une semaine plus tard. Donc, c'est ça que c'est l'accès spécial. Donc, mon étudiant démo ici va avoir une semaine de plus quand j'enregistre ici. Donc là, je vais enregistrer l'accès spécial. Okay, donc, ça, c'est que ça se ressemble beaucoup ici dans le pigeonnier et dans le questionnaire. Donc, vous allez voir, là, souvent, les outils qu'on apprend dans un ou les fonctionnalités qu'on apprend dans un outil s'appliquent à d'autres outils. Là, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, donc je pense que ça va bien. Soit que tu es super clair, on ne comprend rien, mais on va aller. C'est ça, c'est un des deux. D'habitude, ou je gère tellement bien la boîte de conversation. OK, donc on continue. Soumission et achèvement. Donc, ici, on peut dire que est-ce que c'est un travail qui est individuel ou d'équipe? Merci pour le thumbs up, merci. Mais merci pour les gens qui allument la caméra. Hein. J'aime beaucoup ça, parler à des gens. C'est mieux que l'écran noir. C'est drôle, à chaque fois que je dis ça, là, whoop, les caméras s'allument. Merci Karine, merci Pascal. Merci Ahmed. OK, donc, là, je suis rendu ici au niveau du travail d'équipe versus individuel. Ça devient super intéressant, puissant aussi, parce que si on donne un travail d'équipe,
on n'a pas à refaire, non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc, quand on fait la correction, toutes les choses qu'on fait, toutes les interactions qu'on fait sur un pigeonnier d'équipe, tout va être envoyé à tous les membres de l'équipe. Donc, les rétroactions, les notes, toutes ces choses-là. Donc, quand vient le temps de mettre à jour, s'ils sont en équipe, évidemment, ça devient facile pour ça. Mais pour aujourd'hui, je n'irai pas dans le travail d'équipe, on va rester dans le travail individuel. Philippe, il y a une question ici qui dit, au niveau des accès spéciaux, qui dit est-ce qu'ils peuvent être définis différemment pour différents étudiants? Oui. Donc là, on répète l'étape. Donc, si on veut que le paramètre soit différent, on sauvegarde, là, on revient dans l'accès spécial, on refait une autre fois. Si tous les étudiants ont le même accès spécial, là, on peut le faire dans une étape, mais sinon, on le fait, je ne sais pas si ça répond, là, mais on fait juste retourner dans l'accès, on refait, puis on change les paramètres à chaque fois qu'on revient dedans. Juste un petit thumbs up si jamais ça répond bien à la question. Je vais assumer que oui. OK. Donc, ici, au niveau des types de... eu le thumbs up. OK, parfait, je l'ai manqué. Au niveau du type de fichier, je vais juste changer mon réglage ici une seconde. OK. Par défaut, puis la plupart du temps, on va le laisser ici, à soumission de fichier, parce qu'on s'attend à recevoir quelque chose. On s'attend à recevoir un Word, un Excel, un PDF, une photo. Évidemment, j'ai mis les plus communs, là, mais il peut y avoir d'autres choses. Il y a d'autres modes qui existent. Sachez que c'est plutôt pour des situations où on ne s'attend pas nécessairement à recevoir quelque chose. Donc, soumission de texte, l'étudiant, plutôt qu'écrire son document dans une application externe et revenir vers ECT, il va rentrer directement dans ECT sa réponse. Donc, il va taper son texte directement. Puis là, ici, je ne suis pas certain que c'est mieux qu'un questionnaire. Probablement, si on veut vraiment que l'étudiant rentre du texte dans une boîte, on est aussi bien de créer un questionnaire que de le faire à travers un pigeonnier. Mais l'option est là si jamais. Soumission d'un document imprimé. Donc, ça, c'est dans le cas où on est en présentiel. On utilise le pigeonnier pour gérer les communications et l'évaluation, mais que l'étudiant a quand même remis un document papier. Donc, il me l'a remis en classe, j'ai accepté son document, mais j'ai utilisé le pigeonnier pour faire ma correction. Puis l'observation en personne, c'est un peu la même chose. Donc, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Je pense que l'observation en personne, c'est le plus simple. C'est là où, par exemple, on fait une présentation orale, où l'étudiant fait une présentation orale, puis on veut utiliser le pigeonnier avec la grille pour l'évaluer. Donc, elles sont plus simples. OK? Mais encore là, tout ça pour dire que la plupart du temps, on va rester ici sur soumission de fichier. Là, est-ce qu'on veut permettre plus qu'un fichier ou non? Est-ce qu'on veut effacer les soumissions qui ont déjà été faites ou non? C'est encore là, pour ne pas faire d'erreur, d'habitude, je demande aux gens de laisser l'option 1, là, de garder toutes les soumissions parce que on ne veut pas perdre là, les travaux des étudiants par erreur. Mais sachez qu'une fois qu'il y a une soumission qui a été faite, ECT enregistre la date et l'heure et tout, donc on peut quand même le gérer là, si jamais il y a des retards ou quoi. OK, donc ici, on va ajouter une grille d'évaluation. Donc là, pour ne pas faire l'erreur, des fois, on se confond entre la grille d'évaluation et le carnet de notes. Ce sont deux différentes choses. Donc, la grille d'évaluation, c'est une grille qu'on utilise qui a des critères d'évaluation pour un projet. Vous avez peut-être déjà des grilles dans ECT ou ailleurs, peut-être un document Word que vous utilisez pour corriger un travail. Ça va super bien, même à part d'ECT, mais si vous êtes capable et vous avez le temps de l'apprendre, moi, je vous recommande fortement les grilles dans ECT parce que, justement, elles sont reliées au pigeonnier. Donc là, si vous imaginez, on a une grille d'évaluation qu'on utilise pour corriger le pigeonnier. La grille vient informer mon pigeonnier de la note. Le pigeonnier informe mon carnet de notes. Puis là, évidemment, l'étudiant voit toute ça, cette information-là. C'est comme le trio d'évaluation dans ECT. C'est la grille d'évaluation, le pigeonnier et le carnet de notes. Quand on les utilise ensemble, c'est là que ça devient vraiment puissant. C'est ça que je vais essayer de démontrer là, dans quelques minutes. J'entends un micro, je ne sais pas si c'est pour une question ou on a peut-être juste oublié de le fermer. Non, il y a une question. Si le pigeonnier permet une seule soumission, est-ce que l'étudiant peut enlever une soumission et en mettre une autre? Non. Normalement, si on veut que l'étudiant soit capable d'en mettre une autre, on choisirait écraser. Donc là, l'étudiant met une nouvelle, ça supprime la première, puis ça met la nouvelle. Si on met une seule, c'est-à-dire une fois mis d'attitude, le pigeonnier est comme barré. Donc, merci pour la question. OK, donc là, je vais ajouter une grille existante, juste pour vous montrer que ça a l'air. Tantôt, je vais vous montrer rapidement comment on fait pour créer une grille. OK, donc là, je sais que dans ce cours-là, j'ai déjà des grilles.
Donc, je vais aller la sélectionner simplement. Puis là, je vais vous montrer que ça a l'air tantôt. Donc là, la grille est ajoutée. Et finalement, c'est fait. Là, ça semble long, là, ça fait 20 minutes qu'on regarde le pigeonnier. Mais en temps normal, tu sais, on fait ça dans 5 minutes, ça se fait assez vite, là. Donc, c'est juste là, on est en train de l'apprendre, donc ça prend un peu plus de temps. OK, donc je vais enregistrer et fermer. Donc, mon test 1, 2, 3 est là. La raison qu'il y a une petite clé ici, c'est que j'ai un accès spécial. Donc, il me dit que un de mes étudiants a un accès différent que les autres. Et le petit ruban qui est là, ça me dit qu'il est rattaché à un élément de note dans le carnet de notes. OK? Donc, c'est mon test 1, 2, 3 que je viens de créer. Comme j'ai mentionné hier pour la formation qui était plus par rapport au contenu, on peut laisser le pigeonnier strictement dans l'outil pigeonnier, mais on peut aussi, si on veut, puis je pense que c'est une bonne idée, revenir le mettre à l'intérieur du module. Donc, si on le sait qu'au module 1, dans cet exemple-ci, on va faire quelque chose avec un pigeonnier, on est tous bien de l'ajouter à l'intérieur du module. Donc, dans le module, on a peut-être les documents qu'on a vus en classe, les liens, etc. Mais on peut aussi ajouter notre pigeonnier. Puis là, sachez que qu'est-ce qu'on fait ici en réalité, c'est un lien. On a fait un lien dans le contenu qui pointe vers l'outil pigeonnier. Donc, l'étudiant qui vient ici va avoir les mêmes accès qu'un étudiant qui va passer dans évaluation pigeonnier. Donc, c'est pareil. Oups. Donc là, je l'ai ajouté là. Ça, c'est bon. Super. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais emprunter l'identité d'un étudiant fictif, juste pour vous montrer qu'est-ce qui arrive quand l'étudiant fait une soumission, puis là, par la suite, qu'est-ce qu'on voit comme prof. OK? Donc, c'est là qu'on commence à voir la valeur de l'outil quand on voit qu'est-ce qui est possible. Donc, je vais voir si je peux emprunter. Il va falloir que je fasse ça comme ça. Donc, vous pouvez faire la même chose avec un étudiant fictif dans votre cours. OK, donc ça, c'est la vue du pigeonnier pour un étudiant. Donc là, j'ai d'autres pigeonniers que j'avais utilisés dans d'autres contextes, donc on les voit encore, mais ça, c'est celui qu'on a créé ensemble aujourd'hui. Donc, le pigeonnier est là. La pièce jointe est déjà disponible parce que le pigeonnier est disponible. Si le pigeonnier n'était pas disponible, la pièce jointe serait cachée. Donc là, comme étudiant, je vais aller faire une soumission. Donc, évidemment, les instructions qu'on avait écrites dans le mode d'emploi sont là. Le document est là aussi. La grille d'évaluation est là aussi. Ça, c'est vraiment un autre des avantages de la grille si on l'utilise dans ECT, c'est qu'on voit tout de suite les critères d'évaluation pour le projet. Ça, c'est vraiment une très bonne pratique là, pédagogique, c'est de mettre l'avant les critères d'évaluation avant même que l'étudiant fasse le travail. OK, donc, l'étudiant peut voir, OK, je sais exactement où m'enligner parce que je vois la grille, que je vois comment je vais être évalué sur ce travail-là. OK, donc là, ça s'affiche directement sur le pigeonnier. Puis là, je n'ai pas vraiment respecté ma recommandation. Mon pigeonnier était sur 30, ma grille est sur 34. Pour l'exemple, on va continuer comme ça. J'avais oublié le total de ma grille, mais normalement, si j'avais une grille sur 34, mon pigeonnier aussi serait sur 34, juste pour que ça soit cohérent. OK, donc là, l'étudiant a vu sur quoi il va être évalué, il a fait son travail, il revient ici pour faire sa soumission. Donc là, il va inclure un fichier. Un peu comme nous, la procédure est très semblable. Puis en passant, on a une vidéo, on a une capsule sur ST qui démontre comment faire. Les étudiants ont accès à cette capsule-là sur la page d'accueil. Donc, je vais aller mettre un document. Là, je ne suis même pas certain c'est quoi ça, là, mais on va mettre une photo. Tiens. Donc là, l'étudiant a fait sa soumission. Il écrit son texte. Il pourrait dire merci, monsieur et madame, désolé pour le retard. Non. Donc là, soumettre ici. OK? Donc là, ça, la raison que j'ai ce message-là, c'est parce que le compte que j'utilise n'est pas un vrai compte. Normalement, l'étudiant a un vrai compte, il ne reçoit pas ça. OK? Puis là, l'étudiant qui dit je ne suis pas certain que j'ai envoyé, puis tout ça, mais ECT fait quand même une très bonne job de montrer à l'étudiant que ça a été fait. Donc, dites à l'étudiant, si vous n'êtes pas certain, là, allez, quand vous faites la soumission, vous recevez une confirmation et en plus, il reçoit une notification. Là. Donc, il y a vraiment plusieurs façons que le système confirme que la soumission a été faite. Puis même, il voit ici qu'ils ont fait une soumission d'un fichier. OK, donc là, je reviens comme prof. Donc, j'enlève l'étudiant fictif.
je reviens vers le pigeonnier. Donc là, je fais la démonstration de qu'est-ce qui arrive une fois qu'on a eu des soumissions dans un pigeonnier. OK, donc on arrive ici, pigeonnier. Donc là, je vois que dans mon test 1, 2, 3, j'ai une nouvelle soumission. Puis j'ai aucune soumission qui ont été corrigées, terminées, etc. Donc là, pour voir mes soumissions, je clique dessus. Je vois les soumissions, je vois le commentaire de l'étudiant, puis je vois l'heure et la date. Donc, dans une situation où on permet plus qu'une soumission, puis on est peut-être flexible un peu sur la date, on a toujours quand même une vue sur l'heure et la date que ça a été soumis. Donc là, on peut, comme prof, là, prendre une décision par rapport à ça. Donc là, si j'aurais beaucoup d'étudiants, je les verrais toutes. Si je veux télécharger tous les documents, ça devient utile surtout pour des documents qui sont un peu plus lourds ou des documents qui ne se lient pas facilement dans ECT, comme par exemple un Excel. Donc, un Excel, on ne peut pas facilement le voir dans ECT, donc là, il faut le télécharger. Là, la recommandation, bien, ça serait de télécharger le document ou télécharger tous les documents d'un coup comme ça. OK? Mais dans mon cas, je sais que c'est juste une photo JPEG, donc je vais être capable de facilement la voir dans le pigeonnier. Puis vous allez voir ça dans une seconde. Donc là, pour évaluer, je clique sur « Évaluer le contenu de la soumission ». OK? Je vois le document à gauche. Puis à gauche, ici, directement dans le site, on va voir des Word facilement, des photos, des PDF. Donc, tous les documents là, qui sont les plus communs. Excel, par contre, ne fonctionne pas directement, malheureusement. Donc, faut le télécharger avec l'application. Puis c'est un peu normal. Excel, c'est tellement complexe. Là. Donc, là, on voit le document. Il y a une couple de choses qu'on peut faire ici. On peut déposer des annotations. OK? On peut surligner des choses. Puis évidemment, c'est à vous de décider comment vous allez utiliser ces outils-là. Puis peut-être vous allez développer une petite légende ou une petite façon de faire, là, puis vous allez partager ça avec vos étudiants. On peut mettre des petits post-it. Et une fois corrigé, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée un petit PDF annoté et ça le rattache à la rétroaction pour le travail. Donc, l'étudiant va le voir, ça. Donc, encore là, à distance, ça devient intéressant parce qu'on ne reçoit plus les papiers. On ne peut pas écrire sur la feuille, on ne peut pas faire ces choses-là qu'on faisait avant qui sont quand même très utiles. Donc, on le fait d'une façon numérique avec l'outil qui est ici. OK, donc là, évidemment, en parallèle à ça, on a aussi notre grille d'évaluation parce qu'on l'a relié tantôt. Donc, la grille d'évaluation est ici. Donc, on voit tous les critères d'évaluation qu'on peut facilement noter comme ça. Donc, là, on clique. C'est simplement du clic-clic. Si on veut inclure un commentaire, on peut le faire, spécifique aux critères. Donc, ça, c'est un commentaire qui va être relié aux critères d'évaluation qui est ici. Donc, là, je vais juste continuer rapidement. Là, cette grille-là était très longue. C'est un travail technique, là, donc... mais ça ne veut pas dire que toutes les grilles vont être aussi longues. J'aurais peut-être choisir un autre pour l'exemple. Pas grave. OK. Donc automatiquement, là, mon éditeur n'était pas très fort. Là, je vais lui donner un petit peu plus de points. Automatiquement, à mesure qu'on avance sur la grille, ça calcule la note, évidemment, sur 34, et ça la ramène sur le pigeonnier. Vous rappelez-vous bien, là, c'est que le pigeonnier et la grille, ce sont deux outils séparés. On les utilise ensemble parce qu'ils vont très bien ensemble, mais les deux peuvent être séparés. Puis tantôt, j'ai mentionné que c'est mieux d'être cohérent. Ici, je ne l'étais pas, mais ECT a quand même été capable de transférer la note sur 30. Donc, au pire des cas, même si on fait une erreur, ECT est capable de le faire, mais ce n'est pas très clair pour l'étudiant. Donc, soyons le plus clair possible. Donc, si on le sait que ma grille est sur 34, normalement, j'aurais retourné et j'aurais changé mon pigeonnier sur 34 aussi. OK? Donc là, je vais écrire un petit commentaire général pour l'étudiant. Bravo, ça va bien. Je peux enregistrer un son ou une vidéo, comme j'ai mentionné hier. Et ensuite, je peux soit publier ou enregistrer le brouillon. Souvent, les profs aiment ça, enregistrer le brouillon, parce que ça le permet d'évaluer tout le groupe avant de publier. Mais dans ce cas ici, moi, je vais publier tout de suite, puis on va aller voir que ça a l'air pour l'étudiant. Donc ça, c'est publié. Avant que j'aille voir que ça a l'air pour l'étudiant, est-ce qu'il y a des questions que j'ai manquées, des choses que j'ai manquées? Dans le chat? Oui, bonjour. Salut. Ah, OK. Vas-y. Bonjour. Oui, en fait, j'avais une question. Oui, j'ai une question concernant, n'est-ce pas, la grille d'évaluation. En fait, c'est une question à deux volets. Ma première question, c'est que je voulais que vous reveniez un peu sur le fait d'utiliser
un étudiant fictif, comment est-ce que ça se passe concrètement? Peut-être que j'ai un peu perdu la partie comment vous avez utilisé. Et la deuxième, c'est que si vous avez déjà enseigné par le passé, vous aviez déjà une grille, un exemple de grille d'évaluation, comment donc l'importer pour l'année en cours? OK. Peut-être, Marie, tu pourrais aller chercher la vidéo qui démontre comment importer des éléments. Je vais commencer avec la deuxième partie de ta question. C'est possible d'importer toutes sortes d'éléments dans ECT. Donc, aussitôt qu'on a un élément qui existe dans un cours, on peut l'importer dans un autre. Tant si longtemps qu'on est le responsable des deux cours. Donc là, il y a une procédure qui est assez simple, mais technique un peu. Donc, je pense que c'est mieux qu'on vous partage là, la capsule pour voir comment faire. Donc, pour répondre à la question, oui, il est possible de l'importer sans problème. On fait juste suivre la procédure, on choisit grille d'évaluation, on l'importe dans le cours. Puis pour la première partie de la question, pour emprunter l'étudiant fictif, la seule chose qui est différente dans mon cours à moi, c'est que je n'ai pas un étudiant qui s'appelle fictif. Moi, j'ai un étudiant qui s'appelle démo, mais dans votre liste de participants, vous allez avoir un étudiant qui s'appelle fictif, code du cours, l'année, etc. Et pour prendre possession de son identité, c'est la même chose. Vous cliquez ici et vous cliquez sur « Emprunter l'identité de ». Sachez qu'aussitôt qu'on fait ça, on a les mêmes droits qu'un étudiant et on peut faire des tests. Puis ça s'applique au pigeonnier, ça s'applique à la grille, ça s'applique au contenu, à n'importe quoi. Donc, c'est la meilleure façon de tester des choses dans ECT, c'est d'emprunter l'identité de l'étudiant fictif. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que c'est correct. Oui. Par exemple, c'est celui d'importer. Hier, je pense que Marie-Nathalie, nous avait envoyé un petit lien justement pour la démonstration de l'importation, mais je ne sais pas si ça répondait parce que j'ai essayé de lancer un bref coup d'œil là-dessus. Je ne sais pas si ça répondait vraiment, n'est-ce pas, à la procédure d'importer vraiment un document. Oui, ça, moi, je te recommanderais... J'ai comme impression que c'était... Je remets la capsule dedans. Si vous avez de la difficulté, c'est là qu'il faudrait faire une demande d'appui. Ouais. Okay. Là, quelqu'un pourrait faire du 1 à 1 avec vous pour voir comment on peut régler la situation particulière. Parce que là, c'est certain que peut-être il y a quelque chose de particulier avec la situation. Là. Donc, la meilleure chose, c'est une bonne pratique d'aller. Faites des demandes, on est là pour ça. C'est sûr que c'est ainsi de l'année, on a beaucoup de demandes, mais je veux dire, on est là pour ça, puis on va prendre le temps qu'il faut. Des fois, c'est juste 5 minutes aussi. Une demande, on se raccorde sur Teams, on se parle, vous partagez votre écran, on le regarde, puis on règle la situation. Là. C'est mieux comme ça que peut-être en grand groupe comme c'est ici. Il y avait une question tantôt, mais j'attendais que tu reviennes un petit peu. Là. Il y a une personne qui voulait juste savoir comment lier le pigeonnier avec le carnet de notes. Okay. Ça aussi, j'ai mis le lien, mais peut-être que ça peut être rapidement... Oui, donc je vais juste revenir modifier le pigeonnier qu'on a créé ensemble. Dans ECT, quand on cherche une fonctionnalité, la plupart du temps, elle est cachée derrière la petite flèche qui est là. Donc, la petite flèche, on va la retrouver un peu partout. C'est comme ça, dans ce cas-ci, qu'on peut modifier la case du pigeonnier. Puis pour le relier au carnet de notes, c'est juste ici. Donc, sous le nom du pigeonnier, on a faire un choix dans le carnet de notes. C'est là qu'on peut décider là, sur quelle colonne on veut lier. Okay, donc, dans votre cas, si le carnet de notes a déjà une colonne qui correspond, on a simplement à la choisir dans la liste qui est ici et faire OK. Le reste, le tour est joué, ça va se parler. OK, donc là, pour finir la démonstration du pigeonnier, avant de passer peut-être quelques minutes sur le questionnaire, je vais retourner comme étudiant, juste à cause que je pense que c'est là qu'on voit, pour moi, c'est là qu'on voit la valeur là, ou le potentiel du pigeonnier, c'est quand on voit qu'est-ce que l'étudiant reçoit comme information, qui est quand même très puissant. Donc là, l'étudiant qui revient, qui a été évalué, peut aller à son carnet de notes. Donc, il reçoit évidemment sa note. Là, moi, c'est vraiment pas cohérent, mon affaire, là, mais c'est pas grave. Donc, vous allez faire une meilleure job que moi, vous allez tout aligner ça. Mais la chose, c'est qu'évidemment, il voit le nom du travail qui est relié au pigeonnier. Donc, on le sait qu'il a été relié au pigeonnier, donc c'est super bon. On voit le commentaire général. Si l'étudiant veut, il peut aller voir le document PDF avec mes annotations. OK, donc, mes annotations sont là. Il peut voir toutes ces informations-là. Donc, ça, c'est très puissant parce que ça le met en contexte de son document. Plutôt que de mettre des commentaires à part, là, quand on le met sur un document, pour l'étudiant, c'est très visuel. Puis il sait que c'est à cet endroit-là qu'il y a des commentaires.
Donc, très bon. Puis l'autre chose, c'est la grille. Donc, l'étudiant clique ici, peut voir la grille évaluée avec les commentaires spécifiques. Donc, vous voyez là comment tout fonctionne très bien ensemble de cette façon-là. Donc, on voit la grille, l'étudiant peut l'imprimer, il peut faire ce qu'il veut, mais il voit exactement pourquoi il a reçu la note qu'il a reçue. Donc, ça, c'est la démonstration du pigeonnier. Il y a une question, tu l'as abordé tantôt brièvement, puis je crois qu'il n'y a pas de capsule là, par rapport à des soumissions d'équipe. Oui, il y a des capsules. Une chose à savoir pour la soumission d'équipe, c'est que l'équipe doit être créée avant de faire le pigeonnier. Donc, ça, c'est la seule petite chose à savoir, là, il faut juste le savoir. Donc, avant même de rentrer pour faire le pigeonnier d'équipe, on rentre ici, dans ma classe, on va dans équipe et on crée une catégorie d'équipe. Et la catégorie d'équipe, ça peut être une équipe qu'on utilise pour toute la session, mais la plupart du temps, les profs, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont le relier au travail. Donc, là, question d'être cohérent, on pourrait écrire équipe pour le projet test 1, 2, 3 pour que les étudiants sachent pourquoi que cette équipe-là existe. Puis là, je ne rentrerai pas dans toutes les fonctionnalités de l'équipe parce qu'il y en a quand même une couple de petites choses à savoir, mais c'est juste de savoir que on doit créer les équipes avant de créer un pigeonnier d'équipe. Donc là, je vais le faire. Puis je ne sais pas si j'ai oublié des éléments. Il va me le dire. Non. OK, donc là, j'ai créé 10 groupes dans une catégorie qui s'appelle Test 1, 2, 3. Puis là, quand je viens à mon pigeonnier, puis je crée une nouvelle case, là, je vois un peu vite parce que c'est un peu de la répétition. C'est ici dans Soumission et achèvement qu'on peut choisir travail d'équipe maintenant et qu'on peut le relier à l'équipe qu'on veut. Puis l'équipe que je viens de créer, c'est le test 1, 2, 3. Donc, à part ça, tout le reste est pareil. Donc, les étudiants ont accès au pigeonnier, les mêmes restrictions. Quand on évalue, l'étudiant reçoit l'information. La seule différence, c'est que tous les membres de l'équipe vont recevoir la même information. Puis aussi, au niveau de la soumission, une personne dans l'équipe doit faire la soumission, ce n'est pas tout le monde. Donc, quelqu'un dans l'équipe se donne la tâche, là, il se donne la tâche. Donc, c'est Marcel qui va faire la soumission. Donc, là, Marcel va rentrer dans le pigeonnier pour le faire. Mais après ça, toute la gestion, ça se fait tout ensemble. Mais vraiment, c'est la seule distinction, là, c'est ici. Et avant ça, c'est la création de l'équipe avant d'arriver ici. Juste pour que vous voyez l'interface pour la grille d'évaluation, c'est un peu comme le pigeonnier, c'est un peu comme les autres outils. Donc, quand on veut créer une grille d'évaluation, on rentre ici, évaluation, grille d'évaluation, et on fait une nouvelle grille d'évaluation. Puis là, encore là, je ne pourrais pas rentrer avec le temps qui nous reste dans tous les détails, mais vous allez voir, c'est assez clair dans le sens qu'on lui donne un nom. Encore, question de savoir où on s'en va, on donne les mêmes noms. Donc, ça, c'est la grille qui est associée au travail, qui est associée au pigeonnier, qui est associée au carnet de notes. Donc, ça nous aide, nous aussi, là, quand on fait notre préparation. Puis là, ensuite, c'est les critères. Donc, sur quoi l'étudiant va être évalué. C'est ça, les critères. Puis le niveau d'atteinte. Donc, tout dépendant de la façon que vous allez gérer vos grilles d'évaluation, mais on peut avoir plus ou moins de niveaux. La plupart du temps, moi, je recommande moins de niveaux, plus de critères. Donc, si on se retrouve à trop de niveaux, il y a des bonnes chances qu'on n'a peut-être pas assez ventilé nos critères. Mais je ne suis pas un expert là-dedans. Je vous recommande, si vous avez des questions sur les grilles spécifiquement, faites une demande à travers Alfred. L'équipe des CDA vont être capables de vous accompagner à faire une bonne grille là, qui répond vraiment bien à l'évaluation du projet. J'ai mis le lien, d'ailleurs. J'ai mis le lien parce qu'il y a le côté techno, ce que Philippe est en train de vous montrer, mais il y a aussi le côté pédagogique. Donc, le côté pédagogique, j'ai mis le lien direct vers Alfred et les coordonnateurs. C'est ça. Donc, sans aller plus loin, ici, on peut déterminer le nombre de points qui est donné à chaque critère. Ça peut être le même pointage pour chacun des critères ou on peut personnaliser. Donc, si je rentre ici dans notation, je peux personnaliser puis faire en sorte que chacun des critères a un différent pointage. Donc, souvent, les profs aiment cette formule-là parce que les critères n'ont pas toujours le même poids là, dans l'évaluation. Il est même possible, pour les gens qui veulent aller là, puis je le recommande, c'est de faire des grilles pas de notes, donc des grilles formatives. Donc, tout au long de la session, on fait peut-être des activités formatives, là, puis on veut quand même utiliser la grille pour le faire. On le fait, mais il n'y a pas de notes associées. C'est juste pour informer l'étudiant de son progrès. Puis là, quand vient le temps de faire l'évaluation sommative, mais la grille se ressemble, mais à ce moment-là, à des points.
Donc, ça, c'est la grille d'évaluation. Il nous reste quelques minutes. Et maintenant, l'outil quand même très puissant, qui est l'outil questionnaire. Donc, l'outil questionnaire, c'est avec lui qu'on peut faire des tests en ligne, finalement. Des tests où l'étudiant voit les questions, il y a des choix multiples, tous les différents types de questions, des réponses longues, toutes ces choses-là. Une partie des questions sont auto-corrigées, qui peut être le fun au niveau de la gestion du temps. Donc, ça nous sauve un peu de temps au niveau de l'évaluation. Pas toujours le meilleur choix d'évaluation dans un contexte, par contre, d'évaluation ou de cours par compétence, par contre. Mais c'est à vous de voir, là. Puis encore là, les CDA sont là pour vous accompagner un peu dans vos choix d'évaluation pour votre cours. Mais ceci étant dit, je vais vous montrer quand même l'outil, qui est très utile dans certains contextes. Donc, encore une fois, le gros bouton bleu pour créer le questionnaire. Puis là, avant de commencer, là, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, je veux juste vous montrer un peu que ça a l'air. On va sûrement faire un autre atelier ou quelque chose là, spécifique au questionnaire. Puis on a vraiment une grande liste de capsules qui montrent toutes les étapes. Puis ça, c'est le genre de choses là, qu'on s'assoit, puis on fait les étapes un à la fois, puis quand on a besoin d'aide, on vient le chercher. Là. Mais je veux quand même juste vous montrer vite fait comment ça a l'air. OK. Ceci étant dit, on va appeler ça test 1, 2, 3, 3, 4, n'importe quoi. Donc là, ici, on crée un questionnaire et là, par la suite, on va aller mettre des questions à l'intérieur du questionnaire. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. On crée le questionnaire, ensuite, on met les questions. Pour le faire, on va gérer ici les questions. Puis là, ils ont vraiment simplifié l'interface, donc c'est quand même mieux que c'était. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut ajouter ou importer? Sachez par contre qu'importer, ça ne veut pas dire importer d'un document Word, malheureusement. Ça serait le fun de dire importer d'un Word, puis pouf, ça rentre tout dans le cité, ce n'est pas le cas. Importer, c'est plutôt pour importer d'un autre cours ou importer d'une bibliothèque de questions, quelque chose comme ça, qui existe déjà dans la plateforme. Donc, dans ce cas ici, si on a un questionnaire Word déjà, ou PDF, n'importe quoi, on veut ajouter des questions. Puis on va je vais juste créer quelques questions avec vous. Là. Donc, nouvelle question, un vrai ou faux. Donc, on pose la question. On a quelques éléments ici au niveau de la mise en page qu'on peut faire. On peut même mettre des images. Donc, il y a des gens qui aiment beaucoup ça, mettre des images. Ça devient très utile dans des cours techniques. Là. Donc, quand on a des diagrammes ou des choses comme ça, on met le diagramme dans le questionnaire. Puis, on peut demander à l'étudiant, est-ce que ce diagramme représente telle chose? Oui ou non. Là, je donne un exemple comme ça. Donc, juste pour dire que c'est possible d'acheter des images comme ça. Est-ce que c'est vrai ou non? Donc, on le dit à la plateforme parce qu'on veut que la plateforme le corrige automatiquement. Puis là, on lui donne le nombre de points et on enregistre. Aussi simple que ça. Donc là, je viens de créer ma première question. Dans le cas où on a un document Word, vraiment la seule option, c'est de l'avoir ouvert à côté, puis d'aller copier-coller, faire du copier-coller à l'intérieur du document. C'est la meilleure chose. OK, petite note par rapport au copier-coller. Par contre, faites attention, si jamais il y a un formatage spécifique dans votre corrigé, assurez-vous de ne pas copier le formatage dans le questionnaire. C'est arrivé dans le passé que quelqu'un avait importé toutes les bonnes réponses en bold ou il y avait comme une autre police de caractères pour la bonne réponse. Puis là, il avait envoyé ça aux étudiants. Puis l'étudiant avait rapidement remarqué que, ben, monsieur, toutes les réponses sont là. Tu sais. Donc, faites attention. Des fois, le formatage va rester quand on fait le copier-coller. OK? Mais c'est un peu la même chose. On met la question, on met nos réponses. Puis on dit à AFT, c'est quelle est la bonne réponse. Puis on peut demander aussi de mettre en ordre aléatoire les choix. Puis là, enregistrer. Donc, pour la création des questions, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, on le fait. C'est juste quelque chose qu'on doit répéter. Puis à un moment donné, ça devient plus facile. C'est ça. Là, maintenant, j'ai un questionnaire. C'est certain au niveau de l'évaluation, un peu comme le pigeonnier, on peut le relier à un élément de note. Donc, quand le questionnaire va être complètement corrigé, la note va automatiquement aller au carnet de notes. Donc, automatiquement informer l'étudiant, calculer dans sa note, dans sa moyenne, etc. Et au niveau des restrictions, ça va ressembler beaucoup au pigeonnier. Donc, sans aller trop en détail ici, encore une fois, là, c'est quoi la date d'échéance? À quel moment l'étudiant a accès à débuter une tentative? Et à quel moment l'étudiant perd l'accès à débuter une tentative. Donc, encore là, j'ai des capsules qui vont un peu plus en détail. Je vois le temps filer, mais c'est essentiellement ça. Puis là, une fois que ça c'est complété, on peut soit le laisser dans le menu questionnaire, comme on a fait avec le pigeonnier,
Ou on peut retourner ici dans le contenu, comme on a fait avec l'autre exemple. Oups, excuse-moi. On peut l'ajouter au contenu. Donc, je pourrais dire ici, ajoute mon questionnaire. Ici. Donc là, à l'intérieur du contenu, j'ai mon pigeonnier, j'ai mon questionnaire que je viens de créer. Je sais que ça a l'air simple, là, parce que moi, ça fait 175 000 fois que je le fais, mais les premières fois, ça va prendre un petit peu de temps à figurer la logique un petit peu de l'outil. Encore là, les outils qu'on a, là, les capsules vont aider, puis on va voir là, si on peut organiser peut-être quelque chose qui est spécifique par rapport au questionnaire un peu plus tard. Je ne sais pas s'il y a des questions, gars, j'ai fait mieux ça qu'hier. Il y a une question par rapport aux soumissions dans le pigeonnier. Je vais inviter Salim à ouvrir son micro et à la poser. OK. Oui, bonjour Philippe. Salut. Moi, en fait, j'ai souvent un souci, c'est que quand j'ai des nouvelles soumissions, des fois pour des travaux, j'ai pas envie ou il n'y a pas lieu de faire des rétroactions pour chacune des soumissions. Et y a-t-il un moyen de remettre à zéro cet indicateur de nouvelles soumissions sans mettre de rétroaction pour chaque soumission? J'ai essayé Ouais, je pense que oui. tout lu, ça ne semblait pas marcher. Il me semble que si on sélectionne ici marqué comme lu, ça ne fonctionne pas? Non, non, celui-là ne fonctionne pas. C'est vraiment associé à la rétroaction. C'est-à-dire qu'il faut qu'on publie la rétroaction pour que cet indicateur disparaisse. Mais l'indicateur, tu parles, c'est l'indicateur qu'on voit sur la page d'accueil? Oui, nouvelle soumission. Sur la page d'accueil, mais également, tu peux le voir sur le pigeonnier, aussi pour chaque pigeonnier. Ouais, c'est une bonne question. Il faudrait voir. Il faudrait voir comment le pigeonnier est programmé. Est-ce que c'est un pigeonnier noté? Non, même pas. Hein? C'est un pigeonnier non noté? Non, non, non. Bonne question. On pourrait peut-être s'asseoir ensemble, Mohamed, puis le regarder, voir si on peut trouver une solution. Il y a Joey qui posait une question par rapport à est-ce qu'on peut mettre un temps de fin au questionnaire où les étudiants ne pourront plus répondre aux questions. Oui, on peut mettre des conditions. Je peux retourner rapidement pour répondre à cette question-là. Ici. Je vais modifier. Donc, au niveau des restrictions, il y a une couple de différentes choses. Donc, la date de début, date de fin, ça, c'est vraiment juste la fenêtre où l'étudiant a le droit de débuter une tentative. Pour le temps alloué, que je pense qui est relié à la question, c'est un peu plus bas. Puis là, je ne suis pas allé là, parce que encore là, je me sens comme c'est peut-être trop pour aujourd'hui, mais je peux le faire pour répondre à la question. Donc, on a la disponibilité du questionnaire, mais on a aussi le temps alloué. Donc, une fois qu'une tentative est débutée, combien de temps l'étudiant a pour le compléter? C'est là qu'on peut imposer un temps. Donc, on pourrait dire que l'étudiant a 60 minutes. Donc, dans ce scénario ici, l'étudiant pourrait rentrer n'importe quand entre le 26 et le 2 septembre et avoir 60 minutes. Si on veut restreindre plus, là, qu'est-ce qu'on recommande normalement? C'est de dire, OK, l'étudiant peut rentrer entre, là, je vais faire un exemple ici, là, entre 1 heure aujourd'hui. Là, je ne peux pas faire deux choses en même temps, c'est pour ça que j'arrête de parler. Et 1 heure quart. Donc là, il y a 15 minutes. La fenêtre est très limitée. L'étudiant, le cours commence à 1 heure. Vous avez 15 minutes pour vous brancher. C'est peut-être un peu restrictif ici, là, mais vous avez 15 minutes ou 20 minutes pour vous brancher à l'examen. Une fois que vous êtes branché à l'examen, vous avez 60 minutes pour le compléter. Donc, en théorie, quelqu'un pourrait arriver à écart et quand même avoir son 60 minutes. C'est comme une limitation de la plateforme. T'sais, on ne peut pas dire qu'à cause que l'étudiant est arrivé à 6h15, que lui, automatiquement, on y enlève 15 minutes à son questionnaire. Il n'y a pas cette logique-là dans la plateforme. Je sais que des fois, en classe, comme ça qu'on faisait, tu arrives en retard, je te laisse rentrer, mais ton retard est enlevé de ton questionnaire. Ça se fait dans ECT, mais pas facilement. Ça ne se fait pas automatiquement. T'sais, un prof pourrait donner un accès spécial à un étudiant et dire, à cause d'être arrivé en retard, pas que je le recommande, là, mais à cause d'être arrivé en retard, je t'enlève 20 minutes à ton temps pour faire ton examen. Là. Ça, c'est possible, mais ça ne se fait pas automatiquement. Je sais que c'est une longue réponse là, mais à ta question, Joey, mais tout ça pour dire qu'on le gère à deux places. On le gère avec la disponibilité et avec le temps imposé qui est ici, le délai imposé. Fait que Philippe, il te reste 5 minutes pour des questions. J'ai redéposé la liste de présence et moi, je dois vous quitter un petit peu plus tôt. Fait que je te laisse gérer les autres questions, mais il n'y a rien d'autre là, dans la boîte. Fait que peut-être les gens peuvent simplement lever la main. Puis sinon, ben, ceux qui vont être à l'atelier de Teams demain, ben, on se revoit demain.
Il y a une main levée, juste allumer le micro et poser la question. C'est correct, Lubna? Oui, bonjour Philippe. Allô? Bonjour tout le monde. J'avais juste une petite question par rapport, habituellement, quand on fait les examens maintenant en ligne, les étudiants, parfois, ils perdent la connexion ou ils ont un problème avec ECT et que parfois, on veut changer le temps du questionnaire quand ils sont dans l'examen. Et moi, j'ai fait les tests l'année dernière et que parfois, ça donnait plus le temps. Ou je voulais juste savoir c'est quoi la bonne procédure à le faire. Parce que habituellement, on veut donner 15 minutes de plus. Mais il y a toujours la date il y a comme 5 minutes de plus que tu donnes. Alors, je ne sais pas si tu peux montrer, comment on dit, la bonne procédure dans ce cas-ci. Est-ce que là, la procédure, c'est pour tout le groupe ou juste pour l'étudiant qui a perdu connexion? Non, c'est juste pour l'étudiant qui a perdu la connexion. Oui, effectivement. Là, j'ai comme un petit doute, là, mais dans ma tête, je suis pas mal certain qu'on peut juste faire un accès spécial pour cet étudiant-là. Donc là, on pourrait venir ici, puis là, j'ai comme un mini doute. Donc, sachez que... Donc, je suis pas mal certain qu'on peut venir ici au niveau de la restriction et donner un accès spécial à l'étudiant et donner plus de temps. Ou j'ai un doute, est-ce que ça va s'appliquer à la tentative en cours? C'est là que j'ai un petit doute, il faudrait que je le teste, là, mais d'après moi, me semble l'année passée, quelqu'un l'a fait et ça a fonctionné. Donc, d'aller ici puis de dire que le délai imposé pour quelqu'un, donc aller choisir l'étudiant, finalement, cette personne-là, je vais lui donner 130 minutes pour le compléter. Puis ça devrait s'appliquer à sa tentative en cours, mais j'ai comme un petit doute. Le problème, c'est que dès qu'ils arrêtent, il y a déjà une soumission automatique dans OCT. Non, ça, c'est pas le cas. Donc, normalement, si on perd connexion, l'étudiant est encore en cours. Donc, l'étudiant qui redémarre l'ordinateur, revient dans OCT, devrait être capable de continuer le test s'il est encore dans la période de disponibilité. S'il est à l'extérieur de la période de disponibilité, là, l'accès spécial qu'on va donner est différent. Plutôt que d'augmenter le délai, on va changer la date de disponibilité. Parce que lui, peut-être, il ne rentre pas dans cette petite fenêtre-là de disponibilité qu'on a donnée au groupe. Donc là, on dirait, OK, Philippe, parce que tu as déconnecté, lui, tu as le droit d'avoir accès aujourd'hui jusqu'à 14 heures. OK? Parce que là, c'est ça, tu as raison, dans le sens que si un étudiant est déconnecté, essaie de revenir, son test est encore actif, sa tentative est encore bonne, c'est juste qu'il n'y a pas accès, la porte est comme fermée. Donc, il faut rouvrir la porte en utilisant la disponibilité, mais dans un accès spécial. Tout à fait. Je pense que c'est juste à la fin qu'habituellement, je vois comme 2 soumissions. C'est ce que je trouve un peu logique, c'est parce que normalement, la soumission ne devrait pas se faire. Hors délai, tu n'es pas dans la plage d'horaire qu'il faut. Et comme j'ai ouvert le système pour lui, ça lui donne comme une deuxième soumission. Alors, j'aimerais voir ça si jamais. Si ça arrive de nouveau, laisse-moi savoir, j'aimerais voir. Dans ma tête, moi, si c'est soumis une fois, sinon, il reste comme actif. Il reste actif jusqu'à temps que l'étudiant le soumette. Puis là aussi, une autre chose à savoir, c'est si jamais l'étudiant, à la fin d'un test, il reste 2 minutes, puis il oublie de soumettre ou je ne sais pas quoi, nous, comme prof, il est possible qu'on rentre dans la plateforme et on fasse la soumission pour l'étudiant. Là, je ne veux pas mêler les gens, donc je ne vais pas le montrer aujourd'hui, mais juste savoir que c'est possible. Si jamais ça arrive, là, faites une demande, puis on peut le faire avec vous la première fois. Donc, de juste rentrer et dire, OK, non, cette personne-là, elle a oublié de faire la soumission, je vais le faire pour elle. Puis ça règle les problèmes d'habitude. C'est intéressant de savoir. Okay. Merci. Pas de problème, mon plaisir. Philippe, c'est Paul Bélanger, si je peux me permettre. C'est possible. Non, Paul, tu n'as pas le droit, toi. Ça va bien. C'est possible de changer pendant que c'est en cours, mais il faut que ça rentre dans les propriétés de la date d'échéance. C'est ça. J'ai déjà fait. Pas un étudiant qui est arrivé en retard, il n'y a pas de connexion, mais il faut que ça rentre dans les propriétés d'échéance. C'est ça. Merci de confirmer, Paul. Tiffany, une question? Oui, bonjour Philippe. Moi, la question, elle est un peu plus précise. Supposons que pour une évaluation, je demande aux étudiants de faire des présentations orales. Donc, à ce moment-là, la présentation va se faire à l'oral. Je n'ai pas forcément besoin d'un pigeonnier. Donc, comment je fais pour les noter sur OCT? Mais il y a 2 choses. Moi, ma recommandation, ça serait quand même d'utiliser le pigeonnier parce que je ne sais pas si tu étais là tantôt quand je l'ai mentionné, mais le pigeonnier permet autre mode que la soumission de documents. Puis l'avantage de ça,
Puis là, je vais juste rapidement remontrer ici. L'avantage de ça, c'est qu'on a accès aux pigeonniers, on a accès aux rétroactions, on a accès à la grille d'évaluation. Même si c'est une présentation orale, il y a des bonnes chances qu'en parallèle à la présentation, on ait une grille ouverte à gauche ou à droite, n'importe où. Puis qu'on utilise la grille pour évaluer comme la présentation se fait. Donc, encore mieux que de prendre des notes sur une feuille. Mais ça, c'est mon opinion. Donc, ça, c'est l'option 1. Là, ça serait de dire, je crée quand même un pigeonnier, mais je le mets en observation en personne. Puis là, ça devient un pigeonnier très simple qui est vraiment utilisé simplement pour l'évaluation, pas pour recueillir des travaux. Puis, on fait toutes les autres étapes. Sinon, si on veut vraiment simplifier, qui n'est pas nécessairement ma recommandation, mais c'est possible, on peut rentrer la note directement dans le carnet de notes. Il n'y a rien qui nous empêche de dire que j'ai noté ailleurs l'évaluation, puis là, je veux juste rentrer son résultat ici. Donc, moi, je sais que l'évaluation pour ça est complétée. Je rentre dans le carnet de notes. Je viens saisir la note pour l'évaluation UA1. Je le sais que l'étudiant a reçu 28. Je le mets simplement comme ça. Puis je mets une petite rétroaction. Mais c'est pas nécessairement ma recommandation. Comme je disais tantôt, l'avantage de la grille, toutes ces autres choses-là, la façon que c'est présenté à l'étudiant, c'est vraiment un avantage d'utiliser le pigeonnier comme j'ai montré tantôt. Ok, donc tu me conseillerais quand même d'utiliser un pigeonnier, même s'ils ont des présentations orales. Oui. Merci. Ils n'ont pas à interagir avec le pigeonnier. C'est toi qui vas l'utiliser comme outil d'évaluation. Ils vont se brancher, ils vont faire comme si le pigeonnier n'existe même pas, mais nous, comme prof, on l'utilise pour faire notre travail, finalement. Ok, merci. Pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois qu'il y a quelque chose peut-être dans le chat. Ah, des merci. Mon plaisir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer la rencontre. Merci à tout le monde et bonne rentrée. Je sais que ça fait beaucoup là, pour les gens qui arrivent pour la première fois à la cité. C'est comme, oh my God. Mais on est là pour vous aider. Les premières semaines, ça va être un petit peu plus difficile. Après ça, ça se place. Bonne fin de journée. Bye.